suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans le fond, c'est une présentation un peu euh, euh, avec plusieurs animations. Donc, euh, je vais partager avec vous pas mal de quelques vidéos, des scénarios qu'on vit à tous les jours chez nous, chez LED Artec, et qui permettra d'apprécier aussi la réalité de ce que c'est que la conduite autonome, mais surtout l'aide à la conduite. Parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de l'aide à la conduite et surtout de vous faire voir les enjeux, mais aussi les opportunités qui sont reliées. Qu'est-ce qu'il y en est pour nous ici au Québec avec ce qu'on fait avec l'aide Artec, mais aussi partout ailleurs dans le monde. L'agenda aujourd'hui, c'est permettre de... On va parler du contexte où nous sommes rendus dans la course à l'autonomie, les enjeux reliés aux différents types de capteurs, les enjeux d'avoir une planification de route efficace et efficiente, les enjeux de perception, parce que c'est le nerf de la guerre, et parler un peu de l'EDARTEC, notre vision de la perception et de la fusion. Et finalement, on va faire quelques petites conclusions. Entre-temps, je vais avoir des petites vidéos pour vous montrer qu'est-ce qui se passe un peu dans notre cours arrière. Alors, bon, pour revenir au contexte, la conduite autonome, où sommes-nous? Certains d'entre vous l'ont probablement déjà vu ce genre de tableau. Ce sont les niveaux d'autonomie qui sont définis par la Société d'Automobile Engineering. L'idée, c'est à partir de 6 niveaux d'autonomie, on parle du niveau 0, donc c'est le niveau que la majorité des véhicules sont actuellement. Il y a quoi, 2,5, 2,6 milliards de véhicules sur la route, de véhicules passagers, je dois vous dire. Et principalement, ce sont des véhicules de niveau 0. Et à partir des années, milieu des années 2000, il y a une accélération euh, euh, des, euh, des niveaux 1. Donc, c'est vraiment l'aide à la conduite. Donc, vraiment, on a des fonctions qui permettent aux véhicules qui assistent le conducteur. Niveau 2, c'est, dans le fond, c'est une aide plus avancée. Et essentiellement, ce sont des fonctions, malgré que le conducteur est toujours en contrôle, est toujours dans la loupe, comme on dit. Et évidemment, la clé, c'est de passer à d'autres niveaux d'autonomie où est-ce que vraiment le système de conduite automatisée est réel et surveille l'environnement, mais aussi prend des décisions en fonction de son environnement. Et c'est ça vraiment la clé. Donc, ce qu'on veut faire, c'est franchir le gouffre. Pour ceux qui ont lu le livre, c'est Crossing the Chasm. Franchir le gouffre du niveau 2 au niveau 3. Donc, certains vont l'appeler niveau 2, niveau 2+, niveau 2++, et d'autres vont l'appeler niveau 3. Mais la réalité, c'est qu'au niveau 2, le conducteur supervise l'automate. Donc, il y a des décisions qui se prennent en collaboration avec un système d'aide ou d'assistance. Alors que le niveau 3, c'est une autonomie réelle. Donc, il y a des fonctions qui sont prises en charge par l'automate, par le véhicule, et le conducteur n'a aucune main sur les volants, sur le volant, pardon. Est-ce que essentiellement c'est une fonction complète ou une fonction dans un domaine précis ou dans des situations précises, tout dépendamment du constructeur, et ça peut varier. Et ça aussi, ça cause pas mal de confusion parce que des gens qui sont des conducteurs de Tesla vont dire, hey, moi, j'ai la conduite autonome. Effectivement, vous l'avez, mais c'est une conduite autonome très dangereuse. Parce que ce que Tesla définit comme conduite autonome, c'est pas nécessairement la conduite autonome. Et c'est là que l'interprétation tue des vies, malheureusement, euh, parce que ce que le client il recherche, le consommateur en réalité, c'est très simple. Il y a deux besoins distincts. C'est des systèmes ADAS qui sont réellement efficaces dans la vraie vie. Donc, il n'y a pas de fausse positif ou fausse négative, qu'on reconnaît l'objet dans 99,9% des cas, on reconnaît le piéton ou l'utilisateur de la route essentiellement, et que dans des fonctions, dans des conditions bien précises,
on peut enclencher l'automate et on peut avoir une autonomie réelle. Ceci étant dit, les accidents de la route, c'est un enjeu majeur. C'est 1,3 million d'individus qui sont morts en 2020 causés par des accidents de la route. Et principalement, c'est l'erreur humaine qui, dans plus de 90% des cas, en est la cause. Et ce sont des erreurs de distraction, des erreurs d'inattention, des gens jouent avec leur cellulaire. Il y a toutes sortes de raisons. Et quand on rajoute les blessures et les blessures graves, on parle de plusieurs dizaines de millions de personnes qui sont affectées par des accidents causés par des erreurs bénignes. Alors, nous, on croit qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Alors, il y a 3 ans, des chercheurs ont démontré que des rats pouvaient essentiellement être entraînés pour naviguer de façon autonome tout en leur donnant, démontrant essentiellement qu'il y a avec des incitatifs. Et ça, on est quand même loin de 1995. Juste pour la mémoire, en 1995, il y avait le projet Prometheus. C'est pas le film Prometheus, c'est le projet de Mercedes. Une équipe de chercheurs ont pris un véhicule, ils l'ont rétrofité d'un système complètement autonome et on conduit pas loin de 1800 kilomètres ou 1800 kilomètres entre Munich et Danemark. Et tout ça sans faire de désengagement. Et ça, c'est un système, un véhicule qui était considéré de classe autonome, de classe 4 et 5. Donc, il y a quand même, depuis 1995, on a fait des progrès. On a testé vraiment le premier projet et ça a démontré que c'était possible. Un système qui était basé sur un système primitif de caméras et de radars. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, il y a très peu de mouvements. Il y a eu très peu de mouvements, malgré des investissements, malgré une demande. Il y a eu très peu de mouvements au niveau de l'autonomie. Il y a eu beaucoup de mouvements au niveau des systèmes d'aide de sécurité, notamment basés sur les régulations, d'ailleurs poussées par en Europe. Mais aujourd'hui, il y a quand même très peu de véhicules qui ont réussi à vendre aux consommateurs publics des fonctions d'autonomie qui sont fiables et durables. En fait, il y a beaucoup d'argent qui a été investi, pas plus tard que hier ou avant-hier. Ford et Volkswagen ont annoncé qu'ils vont arrêter Argo AI, qu'ils ont dépensé plus de 2,7 milliards de dollars US dans la course au robot taxi. Il y a eu la combinaison de Uber, Lyft avec Aurora. Il y a eu Amazon qui a acheté Zoox. Et il y a General Motors qui est avec Cruise. Donc, il y a énormément d'argent qui continue à être investi, mais c'est un travail qui est très complexe. Ceci dit, il y a quand même des cas où est-ce qu'on peut entraîner un poisson à apprendre à conduire de façon complètement autonome. Et ça, c'est intéressant parce que l'université Ben Gurion ont démontré que c'était possible grâce à encore des méthodes d'incitatifs, une méthode très intéressante, que c'est possible de montrer à un poisson à conduire, tout en l'équipant évidemment de systèmes comme on a actuellement dans les véhicules, les mêmes types de systèmes, mais avec l'incitatif. C'est super intéressant. Là, on a été capable de démontrer sans équivoque que même un poisson pouvait apprendre à conduire sur des routes. Donc, c'est pas compliqué. Ils ont développé un système d'incitatif pour le poisson pour le permettre de bouger en fonction de ce qu'on appelle la récompense. On lui donne une récompense et éventuellement, le poisson, il commence à figurer comment bouger pour faire avancer, pour aller proche de sa cible et essentiellement suivre l'input. Donc, qu'est-ce que fait le poisson? Il détecte
il classifie, il segmente son environnement basé sur ce qu'il va recevoir à la fin. Donc, c'est fabuleux comme méthode ou comme système et ça prouve que c'est quand même possible avec très peu de moyens. Quand on dit moyens, le poisson réussit à avoir une direction et aller de l'avant. Parlons maintenant des composantes qui sont clés dans la conduite autonome. Ce que je parlais tout à l'heure, c'est que le poisson, on lui a appris à percevoir son environnement, à planifier sa route et à contrôler son mouvement en fonction de la trajectoire, en fonction de de la récompense, où se trouve la récompense et le niveau d'excitation est directement lié avec la récompense. Mais dans l'autonomie, aujourd'hui, on a des enjeux qui sont reliés à la caméra. La caméra n'est pas parfaite, la caméra a de la difficulté. Dans un monde idéal, la caméra, c'est le capteur idéal, donc qui nous permet de bien voir l'environnement comme l'humain pourrait le voir en temps normal. Mais dans des conditions atmosphériques difficiles, la caméra a des enjeux. Le radar, a aussi ses qualités, ses forces, bonne performance dans des conditions atmosphériques difficiles, mais comprendre la scène, c'est un challenge. Le leader lui-même, il n'a pas d'enjeu sur les conditions, mais sa résolution est quand même un challenge quand même, comparativement à la caméra, par exemple. Quand on parle d'enjeux de planification de route, maintenant, on parle de plusieurs. Par exemple, tu sais, nous au Québec, ben, tu sais, on a l'hiver. Comment est-ce qu'on reconnaît les lignes? Comment est-ce que le véhicule peut déterminer c'est quoi ma voie, la voie que je dois suivre dans un contexte comme nous, on le voit, comme plusieurs routes à Québec ou comme dans des petites rues à Montréal ou ailleurs, ben, c'est assez complexe pour comment est-ce que le véhicule peut se reconnaître et se situer pour planifier sa trajectoire. Euh, Même chose, est-ce que, par exemple, le véhicule il est arrêté ou est-ce qu'il est stationné? Est-ce qu'il est juste arrêté temporairement? Ou bien c'est un stationnement à court moyen terme. L'être humain, nous, on décèle ça très rapidement. Ça a été des années et des années d'entraînement. Donc, on a un réflexe qui est tout à fait naturel pour nous de dire, mais ça, c'est un véhicule qui est arrêté versus un véhicule qui est stationné de façon permanente ou plus longue, à plus longue échelle. Donc, comprendre aussi quelles sont les intentions du véhicule. Donc, est-ce que le véhicule a l'intention d'arrêter, de ralentir, de tourner, de bifurquer, deviner les intentions, pas juste du véhicule, mais les intentions aussi des usagers de la route. Donc, ça aussi, ce sont des enjeux qu'il faut entraîner l'automate pour reconnaître les situations. Bon, dans des situations complexes, est-ce qu'on avance ou on arrête? Ça aussi, c'est des enjeux de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut enclencher? Donc là, on voit le véhicule arriver à un stop. Donc, il faut déterminer quand est-ce que c'est le bon moment qu'on peut enclencher ou qu'on doit arrêter ou attendre. Donc, ça, c'est une situation qui est tout à fait normale pour un humain, mais dans un contexte d'automatisation, entraîner l'automate pour ces situations-là, ça demande quand même pas mal d'efforts. En même temps, quand on parle des enjeux de perception, d'abord, définissons un peu ce que ça veut dire la perception. La perception, c'est ce que nous, on voit en tant qu'humains, c'est ce qu'on est capable de déterminer. Est-ce qu'il y a un objet? Quel type d'objet? Et pas juste le type d'objet, mais est-ce que c'est un objet qui est stationnaire? Est-ce que c'est un objet qui est en mouvement? C'est multidimensionnel et c'est important parce que dans un contexte de conduite autonome, cette perception-là nous permet de planifier notre route, mais aussi de prédire qu'est-ce qui va se passer. Et pour ça, ben, nous, on pense que les systèmes actuels aujourd'hui, comment que ça fonctionne,
Ça fonctionne très simplement. Chaque caméra vient avec son intelligence, chaque lidar, chaque radar, chaque ultrason. Donc, tous les systèmes viennent avec leur intelligence, viennent avec leur module de perception. Et ce qui arrive, c'est que c'est des données qui sont déjà, en anglais, on dit processed, mais qui sont filtrées. Et souvent, ce qui arrive, ceux qui ont des véhicules de 2015 en montant, en allant jusqu'à 2022, vous allez avoir des systèmes qui ne sont pas très performants parce que ce qui va arriver, c'est que la caméra va détecter quelque chose, le radar peut ne pas le détecter, ou le radar peut détecter à longue distance, la caméra ne le détecte pas. Donc, vous êtes souvent dans des conditions où est-ce qu'il y a des contradictions qu'il faut gérer. Alors que nous, notre méthodologie, elle est plus simple. On prend les données brutes directement de chaque caméra, de chaque lidar, de chaque capteur, dans le fond, et on fusionne ça et on recrée l'environnement en 3 dimensions. Et ce qu'on fait, c'est qu'on recrée cet environnement en 3 dimensions, pixel par pixel, et par la suite, on applique une couche d'intelligence artificielle et de là, on est capable d'identifier, segmenter, classifier les objets, mais aussi faire de la planification, faire de la prédiction, faire de la compréhension de scène, ce qui permet un modèle qui est beaucoup plus efficace. Donc, dans ce contexte-là, nous, on pense que on a une solution qui est beaucoup plus robuste, une solution qui livre une plus haute performance, qui permet aussi d'avoir un environnement qui ne change pas indépendamment de la structure de capteur et indépendamment du type de capteur. Parce qu'aujourd'hui, si vous changez un capteur, vous changez l'orientation, vous changez même la résolution de la caméra, il faut faut redévelopper le système environnemental et tout le système de perception. Nous, une fois qu'on a fusionné et on recrée l'environnement, si le système de départ, il avait une caméra, 3 radars, on enlève un radar, ben, le modèle environnemental demeure le même. Ce qui change, c'est qu'on passe d'un modèle qui a 80% de prédiction de probabilité que cet objet-là qui est dans la scène, c'est un humain. On passe de 80% de probabilité à potentiellement 70 ou 65% de probabilité, mais la scène est la même. C'est la résolution de la scène ou euh, notre capacité de prédiction qui est moins grande parce qu'on a moins de capteurs. Mais plus on a de capteurs, évidemment, plus grande est la fidélité essentiellement. Donc, ça, c'est une technologie qui nous permet de nous différencier très clairement sur le marché. C'est une technologie qui est brevetée, qui est unique. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais été capable d'être commercialisé. On parle de fusion de données brutes parce qu'essentiellement, ça demandait des puissances de calcul extraordinaires et évidemment, ce n'était pas efficace. Aujourd'hui, maintenant, avec notre technique, ce qu'on appelle de résolution d'augmentation de la résolution, on a une solution qui est beaucoup, beaucoup plus efficiente et beaucoup plus efficace et qui permet même d'intégrer ce genre de solution-là, haute performance, dans des processeurs à très bas coût et ce qui va permettre un déploiement à très grande échelle. Et ça, c'est super important parce que c'est ce type de modèle environnemental-là en temps réel. Je vous l'ai dit, on recrée l'environnement, c'est 30 fois la seconde, c'est à très, très, très haute résolution. Ce modèle environnemental qui est robuste, qui à la fois permet de classifier les objets, même les objets les plus petits sur une très longue distance, mais aussi ce qu'on permet, c'est aussi un grid d'occupation, une matrice d'occupation, pardon, et permet de détecter aussi l'espace libre. Mais ce que ça nous permet aussi, c'est surtout de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Par exemple, si on prend un exemple typique, ça, c'est un exemple typique où est-ce que tu as des fausses alarmes parce que il y a un building, le véhicule passe à côté d'un building et il détecte qu'il y a des piétons qui vont traverser parce qu'il y a une pancarte. Ça, c'est des cas réels, c'est des choses qui arrivent avec les systèmes actuels. Donc, par exemple, certains d'entre vous ont probablement vécu ces situations-là où est-ce que vous sortez d'un tunnel,
et qu'il y a là beaucoup de lumière et votre caméra est dégradée. Pareil, ou dans un contexte où est-ce qu'il y a beaucoup de luminosité, il y a un véhicule qui est devant vous, qui est peut-être à 50 mètres, qui roule à la même vitesse que l'autre véhicule qui est parallèle à elle, mais vous n'arrivez pas à la détecter parce que la caméra, elle est obstruée. C'est pareil pour des situations où est-ce que, encore une fois, vous avez une solution qui est disons, à plus de 100 mètres, vous avez un autre véhicule qui est caché par un autre véhicule. Donc, ça, ce sont des cas, encore une fois, situations réelles. Et là, ce qui arrive, si vous devez freiner ou vous devez faire une manœuvre, ben, il faut être en mesure de voir ce genre de véhicule-là. L'humain ne le voit pas, la caméra ne le voit pas. Mais en combinaison, le radar, la caméra et essentiellement les différents capteurs qu'il y a sur le véhicule, on est capable de détecter effectivement dans la scène, il y a un objet et il faut prendre considération et être en mesure de prendre des décisions basées sur cet objet-là, sur ce qui est dans la scène réellement. Un autre cas qui est très complexe, c'est de déterminer l'orientation et la distance. Donc, c'est pas juste d'identifier l'objet. Vous voyez, ça, c'est une scène qui est très complexe à Beijing. C'est un très grand boulevard où est-ce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans la scène. Donc, vous pouvez vous imaginer prendre une décision. Est-ce que j'enclenche ou j'enclenche pas? Même l'humain est confus dans un contexte pareil. Et nous, on a un système qui permet justement de combiner toutes les données des différents capteurs et qui permet essentiellement d'avoir une vue complète de la scène, mais surtout aussi une vue en temps réel que même l'œil humain ne serait pas en mesure d'avoir. Imaginez les systèmes actuels qui ont peine à détecter ou à s'orienter dans un contexte aussi complexe. Donc, comme vous pouvez le voir, vous voyez, c'est pas juste de détecter le véhicule, mais l'orientation, dans quel sens que le véhicule va s'en aller dans un boulevard aussi grand et aussi large. C'est une complexité énorme, même pour l'œil humain. D'autres scénarios, c'est dans un cas où est-ce que, par exemple, le véhicule, il y a deux véhicules ou il y a des véhicules et qu'il y a un utilisateur vulnérable qui passe et vous n'êtes pas en mesure de voir, vous le perdez momentanément, mais il est là. Donc, c'est de prédire la direction, c'est de prédire qu'est-ce qui va se passer et pour éviter que ce pauvre cycliste soit frappé par le véhicule. Situation similaire où est-ce que, par exemple, un autre véhicule cache un autre véhicule ou qu'il y a essentiellement un risque de collision, il faut reconnaître, faut avoir assez d'intelligence pour reconnaître ça. Donc, encore une fois, ça, ce sont les bénéfices de notre technologie qui nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire jusque-là auparavant. Donc, vous voyez, c'est à quel point que malgré que l'utilisateur est obstrué par le véhicule, mais on est capable de le détecter pareil. Et essentiellement, c'est des situations qui vont arriver essentiellement. Mais ce qui arrive aussi parfois, souvent, c'est que, par exemple, le véhicule, ce qui va arriver, le véhicule perd un de ses capteurs. Donc, ça ne veut pas dire que parce que la caméra est obstruée ou elle n'est plus visible, qui fait qu'on ne détecte pas qu'il n'y a rien dans la scène. Donc, cette redondance-là, elle est super importante et elle permet essentiellement d'avoir une fiabilité qui, auparavant, on n'avait pas. Donc, encore une fois, c'est pas parce que la caméra, elle est à terre ou elle est obstruée qui fait qu'on n'est pas en mesure de voir. Donc là, cette capacité de fusionner plusieurs méthodes en même temps nous permet justement de détecter mais aussi d'éviter qu'il y ait des collisions fatales ou des collisions à blessures graves et ainsi de suite. Nous avons un cycle de développement qui est relativement complet, qui est assez exténuant. On a des véhicules ici au Québec, à Québec, en fait, on a deux véhicules qui sont intégrés, qui collectent des données. On a deux véhicules en Israël, deux véhicules en Allemagne, deux véhicules en Chine collecte énormément de données. C'est important de connecter des données parce que c'est ça qui nous permet d'entraîner, mais aussi nos modèles, mais aussi qui nous permet de tester des scénarios rares ou des scénarios extrêmes. Donc,
tous les cas que je viens de vous démontrer, que je viens de vous montrer actuellement, ce sont des cas que l'industrie peine à régler. Et juste pour vous donner un contexte, j'aurais peut-être pu mettre une comparaison sur la slide, mais Tesla, qui ont des millions et des millions de kilomètres pour entraîner leur modèle, nous, on a quelques dizaines de milliers de kilomètres, à quelques dizaines de milliers de kilomètres qu'on compare dans la même scène, le même scénario, le véhicule Tesla et le véhicule LED-Artec, ben, on est en mesure de reconnaître, on est en mesure d'avoir une meilleure performance, voire plus loin, plus longue distance, avoir moins de fausses détections, moins de fausses négatives. La Tesla, elle est complètement aveugle il y a des conditions atmosphériques difficiles, quand il y a de la neige, et nous, on est quand même capable de fonctionner. On a des benchmarks qui sont très, très, très performants. Et ça dit la qualité de notre système et on est très fiers de ça. Alors, en sommaire et conclusion, l'industrie a pris du retard et continue à progresser. On a des solutions qui vont rentrer de niveau 3. Le niveau 4, comme les robots taxis qu'on parlait tout à l'heure avec Argo AI ou Cruise ou Waymo, sont encore très longs. Il y a encore un océan de cas à vérifier, à valider pour que ça devienne sécuritaire. Ceci étant dit, nous avons des solutions aujourd'hui qu'on pense qui peuvent être intégrées et qui vont être intégrées par nos clients actuellement pour arriver à des solutions sur le marché d'ici 2027, 26, 26, 27, 28, qui vont intégrer du niveau 3 ou du niveau 2 de plus. Ceci étant dit, malgré les progrès, il y a encore des défis qui sont assez substantiels en matière de détection, perception et de planification de la trajectoire du véhicule. On pense qu'avec une fusion efficace essentiellement et avec une plateforme de fusion et perception comme on offre, on a des avantages clés et on pense pouvoir être en mesure d'aider beaucoup de développeurs au cours des prochaines années. Et si tout se passe bien, essentiellement, vous serez dans un véhicule équipé de la solution LED-Artec dans un avenir très proche. Voilà, alors ceci conclut ma présentation.